Bonjour chers étudiants et bienvenue à tous les élèves qui préparent leur baccalauréat. Donc j'ai déjà posté sur la chaîne tous les sujets qui ont été proposés en nucléaire, que ce soit en option PC ou bien en option sciences maths. Pour le sciences maths, il me reste une partie 3, donc je vais poster aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous poster deux sujets. Je crois dans la partie 1 et 2, je me suis arrêté à baccalauréat 2012. Donc depuis 2012 jusqu'à 2020, ils sont largement détaillés sur la chaîne. Donc je vais poursuivre avec l'année 2012, session normale, pardon. Bien. Eh bien, le sujet de 2012, c'est la réaction nucléaire des isotopes. On vous dit l'énergie solaire provient de la réaction de fusion du noyau d'hydrogène. Les physiciens s'intéressent à produire l'énergie nucléaire à partir de la réaction de fusion. Donc, le but de la fusion, c'est de produire de l'électricité. Eh bien, voilà quelques données. La radioactivité β- du tritium, on vous dit le nucléide H13, radioactif β-, toujours souligner les choses intéressantes dans l'énoncé. Sa désintégration donne lieu à un isotope de quoi? De l'hélium. Écrire l'équation de désintégration. On dispose d'un échantillon radioactif du nucléide H13 qui contient N0 nucléide à T égale à 0. N, le nombre de nucléides dans l'échantillon à l'instant T, c'est-à-dire le nombre restant. Le graphe représente le log de N en fonction du T. Log de N en fonction du temps, en année. Détermine à partir de cette courbe T1,5 du tritium. Ensuite, deuxième partie, on va s'intéresser à la fusion nucléaire. On va dire que les courbes représentent la variation de l'opposé de l'énergie nucléaire par nucléon en fonction du nombre total du nucléon, c'est-à-dire l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre total du nucléon. Vous avez trois régions. Déterminer les intervalles 1, 2, 3 qui indiqués sur la figure. Parmi les intervalles 1, 2, 3, lequel les nucléides sont susceptibles de subir une réaction de fusion. Est-ce que celle de 1, 2 ou de 3? Ensuite, bien sûr, il faut justifier la réponse. L'équation de la réaction de fusion, vous donne déjà la réponse en fait. La réaction de fusion du noyau H12 et H13, vous voyez la réponse à cette question, c'est celle-là. S'écrit: on peut extraire 33 mg du deutérium à partir d'un litre de l'eau de mer. Calculer oméga électronvolt, la valeur de l'énergie qu'on peut obtenir à partir de la réaction de fusion du tritium et du deutérium extrait à partir d'un mètre cube de l'eau de mer. Donc à partir d'un mètre cube, si tous les tritiums fusionnent avec le deutérium, quelle est l'énergie qu'on peut obtenir? Voilà le sujet. Bien. Allons-y donc. Bon, j'ai déjà préparé la solution, donc ça va être plus rapide. Bon, je passe tout de suite les questions classiques parce qu'ils sont largement étudiés dans les sujets précédents. Bon, l'équation de désintégration vous donne β-, donc conservation de A et de Z, ça vous donne l'hélium de 3. Bien, je vais un peu focaliser sur cette question. On vous dit à partir d'une courbe, calculer T1,5. Souvent, en physique, on vous donne une courbe. Souvent, vous avez des courbes linéaires. Donc, la première chose, si on vous donne une courbe linéaire, l'équation d'une courbe, c'est AX plus B. C'est d'abord de trouver quelle est la valeur théorique de cette droite. Ici, c'est log de n. Par exemple, dans notre cas, ce sera log de n en fonction du temps. Donc, je dois écrire log de n est égal à A fois t plus b. D'abord, avec mes connaissances de cours, je dois écrire log de n sous la forme A fois t plus b. Bien. Maintenant, on vous donne une courbe. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de la courbe? Eh bien, à partir de la courbe, je peux déduire A et B. Quelle est la valeur de B? C'est tout simplement lorsque x est égal à 0. Donc, lorsque x est égal à 0, voilà, par lecture simple sur la courbe, je peux déterminer ce paramètre B. Et donc, je peux le déduire ici. Ensuite, A, c'est quoi? C'est la pente. C'est la pente de la courbe y en fonction de x. Donc, je prends deux points quelconques, les plus clairs sur la courbe, et A, c'est delta y sur delta x.
Par exemple, si ce point est B, ce point est C, ce point de coordonnées x1, 0, vous voyez bien que A, ce sera B moins C sur 0 moins x1. Bien sûr, A est négatif parce que c'est une pente droite décroissante. Bien, revenons à notre exercice. Donc, je dois écrire log de n comme étant A fois T plus B. Qu'est-ce que je sais dans le cours? Que n, nombre de noyaux restants, c'est n0 exponentielle moins lambda t. J'applique le logarithme des deux côtés. Log de n, c'est log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Donc, log de n0 et log de exponentielle moins lambda t, c'est moins lambda t. Donc, voilà. Donc, vous voyez bien que y est égal à A fois T plus B. Avec A, c'est moins lambda, et B, c'est log de N0. Donc, vous voyez qu'à partir de cette courbe, je peux déterminer lambda par la pente, et je peux déterminer N0 par cette valeur. D'ailleurs, donc c'est une pente, c'est une droite de pente moins lambda, et pour déterminer T1,5, il faut connaître lambda. Donc, moins lambda, qui est la pente de cette droite, est égal à 50, vous avez delta y sur delta x. Donc 50 moins 48,5, ça n'a pas d'unité, divisé par 0 moins 22 en année. Donc j'ai lambda en année moins 1. Donc la pente ici, vous voyez bien que la pente c'est moins lambda. On écrit y est égal à a fois x plus b. Donc a fois t et a c'est moins lambda. Comme ça, vous allez trouver une valeur positive. Donc, T1,5, c'est log de 2 sur lambda et ça vous donne 12,2 années. Voilà. Ça, vous allez voir ce type de courbe. On va le rencontrer pratiquement dans tous les chapitres de l'électricité, en mécanique. Toujours, on vous donne une courbe. Donc, la première chose, c'est de trouver l'équation de la courbe. Et si vous avez une droite, deux paramètres qu'on peut déterminer, l'intersection avec l'axe des Y et la pente. Bien, la fusion nucléaire, bien sûr, ici, on vous dit dans quelle région on peut avoir la fusion. Bien sûr, la fusion se fait entre deux noyaux légers. Donc ça, c'est la partie des régions des noyaux stables. Ce sont qui ont la plus grande énergie de liaison par nucléon. Parce que si c'est moins EL sur A, donc deux noyaux légers, ils vont faire quoi? Ils vont se réunir pour donner un noyau lourd qui va se retrouver dans cette région, donc plus stable. Alors que un noyau lourd, il a intérêt à se fissionner en deux noyaux légers qui vont se retrouver dans cette région-là. Donc les noyaux lourds vont subir la fission et les noyaux légers vont subir la fusion. Et les deux cas, pourquoi la justification? Tout simplement pour se retrouver avec des noyaux qui ont des nombres de nucléides compris entre cette valeur et celle-là. Ça veut dire se trouver dans la partie stable. Bien. Énergie qu'on peut obtenir à partir d'1 mètre cube d'eau de mer. Bon, voilà la réaction. Bon, l'énergie libérée par cette réaction, c'est delta EC carré. Ça, tout le monde sait le faire. 1 mètre cube d'eau contient 33 grammes du deutérium, soit un nombre, donc on vous dit 1 mètre cube d'eau, il contient 33 grammes. Donc je vais calculer le nombre de noyaux de deutérium que contient ces 33 grammes. Donc là, faites attention. Donc N, c'est la masse divisé par... Ça, c'est la masse de quoi? Ça, c'est la masse d'un noyau. Vous voyez bien la masse d'un noyau, c'est de l'ordre de 10 à la puissance moins 27. D'accord? Donc ça, c'est 33 grammes divisé par la masse d'un noyau, et là on va le transformer bien sûr 33 grammes 10 moins 3 en kilogrammes, et ça c'est la masse du noyau en unité de masse atomique. On le transforme en kilogrammes, comme ça vous avez un nombre sans unité. Donc voilà le nombre de noyaux que contient 33 grammes de deutérium. Donc là, j'ouvre une parenthèse, là je reçois souvent cette question-là, faites très attention, le nombre de noyaux peut se calculer de deux formules. Soit la masse de l'échantillon divisé par grand M, ou bien la masse multipliée par le nombre d'Avogadro divisé par grand M. C'est quoi la différence? C'est ce M. Ça, c'est la masse du noyau, la masse Koutlet Nawat, la masse du noyau, alors que ça, c'est la masse molaire. Ça, c'est la masse molaire. Ça, c'est en général 10 à la puissance moins 27 kg. Là, c'est quelques grammes. 20, 30, ça dépend. Vous voyez, c'est très, très différent. D'accord? Donc voilà
vous avez le nombre de noyaux. Un seul noyau libère cette énergie, donc je peux déterminer l'énergie totale. Je n'ai pas répondu à cette question. Donc l'énergie que l'on peut obtenir, voilà, j'ai répondu, c'est N fois delta E, et ça vous donne l'énergie qu'on peut libérer, qu'on peut obtenir à partir de 33 grammes du deutérium. Donc voilà pour le premier sujet de 2012. Bien. 2011, session normale, il s'agit de la datation. Datation carbone 14. Bien, toutes les plantes, on vous dit, absorbent du carbone qui se trouve dans l'atmosphère. Bon, j'ai déjà expliqué le principe de cette méthode dans une vidéo précédente, à travers le dioxyde de carbone, de telle sorte que le rapport entre le nombre de noyaux du carbone 14 sur le nombre total de noyaux du carbone, c'est égal à une constante dans les derniers millénaires. D'accord? Donc, quand un arbre vivant, il échange de dioxyde de carbone d'une façon constante avec l'atmosphère et on considère que la concentration, le pourcentage du carbone 14 sur le nombre est égal à une constante. Bien. À partir de l'instant où la plante meurt, ce rapport diminue. Donc, une fois que la plante meurt, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Ce rapport va décroître exponentiellement. Pourquoi il va décroître exponentiellement? Parce que le carbone 14, c'est un noyau radioactif, sa concentration va diminuer. Et le nombre de noyaux du carbone, le reste carbone est égal à une constante, donc ce rapport va diminuer au cours du temps. Voilà quelques données, masse molaire du carbone, nombre d'Avogadro, une année en seconde, et ainsi de suite. Bien, la figure 1 donne une partie du diagramme de Segre, qui a été donné d'ailleurs l'année dernière. Bon, diagramme de Segre, ça représente le nombre de neutrons en fonction de Z. Je vais tracer la première bisectrice. Bon, j'ai mal tracé, je vais la refaire. Voilà. Bon, il faut qu'il passe par ces points-là. Voilà, ça, j'ai mal tracé non plus. Il faut qu'il passe ici. Ah, là, j'ai décidément. Il faut qu'il passe par... Bon, allez, je vais la tracer après. J'arrive pas. Bon, écrire l'équation dans le diagramme de Segre. Je vais vous dire pourquoi je vais la tracer tout à l'heure. Écrire l'équation de la transformation nucléaire du carbone 14 en un noyau fils. Déterminer le nombre de noyaux du carbone 11,6. La désintégration du carbone 11,6 donne un noyau A', B'. 11,6, d'accord. Écrire l'équation de la transformation nucléaire en déterminant A' et B'. À l'aide du diagramme énergétique représenté dans la figure 2, trouver l'énergie de liaison par nucléon, trouver la valeur absolue de l'énergie produite par la désintégration, tout ça c'est des questions. On veut déterminer l'âge d'un morceau de bois, qu'est-ce qu'on fait? On prélève un instant T un échantillon de masse de 195 mg. On trouve que cet échantillon donne voilà son activité par minute. On considère que ces désintégrations proviennent uniquement du carbone 14. On prélève un arbre vivant, un morceau vivant de même masse, et on trouve que le pourcentage massique du carbone, c'est ça. Calculer le nombre de noyaux de carbone et le nombre de noyaux de carbone 14 dans le morceau qui a été prélevé à l'arbre vivant et déterminer l'âge de ce morceau de bois ancien. Bien. Bon, les questions préliminaires, comme d'habitude, ce sont des questions classiques. La désintégration du carbone 14 va donner β- plus l'azote 7,14. La désintégration du noyau de carbone 6 donne un noyau de bord. 6,11 donne un noyau de bord plus β+. D'accord? Donc ça veut dire sur le carbone 6,14, voilà. Vous voyez, il va vous donner l'azote 7,14. Donc une désintégration dans ce sens-là pour donner c'est β-, et une désintégration dans ce sens-là c'est β+. D'accord? 1, voilà. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Voilà la courbe de stabilité. Donc c'est plus exactement, voilà. Donc le carbone 6,14, donc 6 et A, donc carbone 6,14, c'est ce point-là. Voilà, il va se désintégrer ici pour donner l'azote 7. Et
le carbone 6, 11. 6, 11, c'est 6 et 11, ça veut dire 11 moins 6, ça fait 5. Voilà, c'est ce point-là. Il va, 6, 11 va se désintégrer dans ce sens-là pour donner quoi? On a dit 6, 11 pour donner B5, 11. B5, 1, 2, 3, 4, 5, B6, 11, c'est ici. Donc voilà, je me suis trompé. C'est mal présenté. Oh là là, ce diagramme, il est mal présenté. Hein. Donc 6, 1. Oh là. 1. Oh non. Décidément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà le carbone 6. Voilà. Et 5, 11. 5. Il me semble bien que 1, 2, 3. Donc voilà, donc on a carbone 6. Donc pour se rapprocher de la courbe de stabilité, c'est bêta moins. Et carbone 6, 11. Pour se rapprocher, c'est bêta plus. Donc ça, c'est bêta plus. Donc pour se rapprocher de la première bisectrice, et le carbone 6, 14 va émettre un bêta moins pour se rapprocher de la première bisectrice. Bon, trouver l'énergie de liaison par nucléon. Donc, on cherche d'abord l'énergie de liaison. Z fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron moins la masse du noyau. Bon, tout ça, c'est des calculs. Par nucléon, il faut diviser par le nombre total du nucléon. En général, de l'ordre de 7 à 8 mégaélectronvolts. Trouver la valeur absolue de l'énergie produite par les désintégrations du noyau du carbone 14. Voilà l'équation de désintégration du noyau du carbone 14. Donc, cette énergie, à partir de ce diagramme, c'est l'énergie de l'azote plus l'énergie de bêta moins. Donc, voilà le noyau Y, c'est l'azote ici, hein, c'est N plus bêta moins. Voilà, donc c'est cette énergie-là, moins l'énergie du carbone 6, 14, celle-là. Donc, voilà l'énergie de liaison. Donc, c'est cette valeur moins celle-là. En valeur absolue, ça vous donne 2,8 mégaélectronvolts. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ici, trouver l'énergie de liaison par nucléon. Donc l'énergie de liaison, là aussi, c'est à partir de la courbe. Hein. On ne vous donne pas la masse du proton ni la masse du neutron, mais on vous donne 6 fois la masse du proton, 8 fois la masse du neutron. Donc c'est cette valeur-là, moins l'énergie du carbone 14, c'est là. Donc voilà l'énergie de liaison. C'est la différence entre cette énergie et celle-là. Et l'énergie libérée par cette réaction, c'est la différence entre cette énergie et celle-là. Hein. Vous voyez bien comment on utilise ce diagramme. Bien, je passe à la question intéressante. On prélève à l'instant T un échantillon, une masse M. Voilà, je prends un morceau de bois très ancien. On va prélever une masse M égale à 0,295 grammes. On trouve que cet échantillon, voilà son activité. On connaît l'activité de ce morceau très ancien. On prélève d'un arbre vivant la même masse. Hein, la même masse. Et on sait qu'on vous donne, il y a des méthodes maintenant physico-chimiques qui vous permettent de déterminer pour une masse donnée combien d'atomes de carbone il contient, combien d'atomes d'azote et ainsi de suite. Et on a mesuré le pourcentage massique du carbone et on a trouvé 51,2%. Qu'est-ce que ça veut dire le pourcentage massique du carbone? C'est la masse du carbone divisée par la masse totale de l'échantillon, qui est égale à 51,2%. Bien. Calculer le nombre de carbone que contient ce morceau d'arbre vivant. Donc on connaît donc la masse prélevée, c'est celui-là. On connaît le pourcentage massique, donc je peux déterminer la masse du carbone. Donc si je connais la masse du carbone, je peux déterminer le nombre de noyaux du carbone dans cette masse. Comme j'ai rappelé tout à l'heure, vous avez deux méthodes, soit la masse divisée par la masse du noyau, soit la masse fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. Ici, on nous donne la masse molaire du carbone, on nous donne la masse de l'échantillon, donc je vais utiliser cette méthode. Donc voilà le nombre de noyaux du carbone. D'accord? Nombre de noyaux du carbone. Maintenant, combien de carbone 14 contient ce morceau très ancien? Ce morceau vivant. On sait que pour un arbre vivant, puisqu'il est vivant, le nombre de noyaux du carbone 14 sur le nombre du carbone total, c'est une constante. Donc si je connais le nombre total du noyau du carbone, je connais ce rapport, je peux déterminer le nombre total du carbone 14 que contient un morceau d'arbre vivant. Donc je connais combien de carbone 14 il contient cet arbre vivant. Donc je peux déterminer son activité, que je vais appeler l'activité initiale.
Donc, pour déterminer l'âge de l'échantillon, à partir de ce N0 là, je peux déterminer l'activité du morceau de bois. Donc, j'ai A0 est égal à 9,1 10 puissance 9, vous voyez bien c'est cette valeur, multipliée par le lambda. Donc, je connais l'activité de l'arbre vivante. Et la même masse, je connais son activité. D'accord? Ça veut dire l'activité d'un morceau très très ancien. Donc, je connais A de T, je connais A0. Donc, je peux déterminer T par la relation moins 1 sur lambda log de A de T sur A0. Voilà. Et bien sûr, ici, l'activité, elle est en becquerel. Donc là, des intégrations par minute, il faut la transformer. Lambda, faites très attention, lambda, si on en est, il faut la transformer en seconde. Et des intégrations par minute, il faut la transformer en des intégrations par seconde. Voilà les deux transformations qu'il faut faire. Et vous allez trouver un âge qui est de l'ordre de 3335 années. Donc voilà pour les deux sujets 2012 et 2011. Bon, il me reste un sujet 2010, je vais le traiter dans la partie 4 avec le sujet de l'année dernière, 2021, que j'ai déjà traité sur la chaîne. Avec, en plus, je vais vous proposer quelques exercices supplémentaires intéressants dans la prochaine partie que j'appellerai partie 4. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à partager ces vidéos, à les liker pour tout simplement encourager cette chaîne, cette très très jeune chaîne à se développer. Je compte sur vous. Bon courage, très très bonne année à tous et à bientôt.